À tous, bienvenue. Ah ouf, j'avais une petite frayeur, je voyais le son qui partait pas, comme lors de la première où ça avait bien, ça avait pas marché du premier coup. Bonjour à tous, bienvenue sur Lâcher Solo pour la deuxième émission. Je reprends l'antenne et cette fois-ci, je l'ai joué corporate. J'ai mis le t-shirt Jumpseat. Lors de l'émission de mardi, j'ai constaté que mes éminents collègues avaient abandonné nos couleurs pour une tenue civile. Eh bien, je reprends le flambeau et j'utilise les couleurs de Jumpseat. Voilà, pour cette deuxième émission. Bonjour à tous, il y a déjà du monde sur le chat et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des têtes connues. Bonjour 0K, merci pour tes questions. On va en parler, on va voir ça tout à l'heure. Bonjour Jean-François, Jeff. Ouais, bah, Jean-François, allez, je vois qui tu es, je sais qui tu es. Bonjour Asril, bonjour à l'RGG, toi aussi, je sais qui tu es. Et Full Glider qui nous dit qu'il est en direct du TGV de retour du congrès des aéroports français à Paris. Bonsoir à tous. Il était présent effectivement à la conférence qui a lieu aujourd'hui où les aéroports français ont présenté un certain nombre de choses. Il y a eu des tweets sur le compte Aérobuzz que je vous invite à aller voir avec un compte rendu notamment de l'intervention du ministre que je me refuse à appeler ministre des Transports et je vais appeler ministre des Trains. Voilà, ça c'est dit. Voilà, on va pas parler des choses qui fâchent, hein, et surtout de lui. On va avoir un petit programme en 3 parties principales. On va faire d'abord, je vais commencer par faire un petit débrief de l'actu. En fait, on a alors déjà, merci pour les retours que vous avez fait sur la première émission là chez Solo. Il y a des choses à revoir effectivement, mais bon, visiblement vous étiez tous à peu près tous contents, donc tant mieux, ça fait plaisir. C'était un essuyage de plâtre, hein, pour moi, et le fait que bah, les retours soient positifs, bah, forcément ça fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, on a amélioré un petit peu les choses, j'ai mis un petit peu plus de lumière. Du coup, j'ai très chaud dans le bureau. J'ai même ouvert la fenêtre pour tout vous dire, pour que la température reste à des niveaux standards. Là, je suis à 24 degrés. Le t-shirt est un peu chaud. Donc, ah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont abandonné mardi. Bon, bref, voilà. On va faire un petit débrief des infos de la semaine. Alors, un premier point. Donc, je vous avais annoncé que mardi, on allait recevoir sur le Jump Site Jean Botti de Voltaero. On a eu l'information après. Jean Botti a eu un empêchement professionnel. Et donc c'est décommandé, quelques jours avant, hein, il nous a pas pris au dépourvu totalement. Donc ils ont, Thierry et Gilles ont repris en main l'émission en faisant quelque chose d'un peu plus revue de presse et finalement, bah, pour ceux qui étaient devant leur écran, ou derrière leur ordinateur, mardi, bah, j'ai trouvé l'émission plutôt sympathique avec des vraies prises de vue, des vraies prises de position, notamment sur les eVTOL, une manière de décrypter l'info qui était un petit peu plus tranchée, et j'ai trouvé l'émission vraiment sympa, le duo fonctionne bien. Donc voilà, ça c'était la première chose. Je ne sais pas si vous étiez vous-même devant l'émission, mais en tout cas, c'était une bonne émission. Jean Botti de Voltaero, qui donc, venez nous parler de ces avions hybrides électriques, dont le Casio qui devrait faire son premier vol très bientôt, est reprogrammé au mois de janvier, si mes souvenirs sont bons. Donc, suivez l'actu, on vous en reparlera. L'émission Jump Seat de mardi prochain, j'en parle tout de suite de peur d'oublier, elle va être très intéressante parce que on va recevoir Monsieur Olivier Seller. C'est pas forcément un nom très connu. Par contre, il a un rôle qui est stratégique. C'est Monsieur Cadet chez Air France. Alors, les cadets d'Air France, c'est un programme de formation de jeunes pilotes de ligne initiaux, c'est-à-dire que on les prend, ils ont 0 heure de vol, ils sont embauchés par Air France et Air France va les former au pilotage bon, à 320 ou à 220, ce qui permet d'être pilote de ligne sans avoir à débourser 100 000 euros. On a vu avec, dans l'actu récente, que quand une école se cassait la gueule, et ben, les pauvres élèves n'avaient plus que les larmes pour pleurer. Quand on intègre un programme comme celui d'Air France, ben, c'est une sorte de voie royale. Donc, lui va venir sur le plateau nous expliquer quel genre de profil il recherche, comment se passent les sélections. Il va pas tout nous dire, mais il va nous expliquer grandement comment ça se passe. Et ensuite, bah, il va nous expliquer la formation et les potentiels de carrière qui va s'ouvrir. Donc voilà, je pense que si vous êtes passionné d'aviation, si vous aimeriez bien être
pilote de ligne un jour, et ben, je pense que c'est une émission à suivre parce qu'il va y avoir des clés très intéressantes qui seront utiles pour les KDR France, qui sont peut-être aussi utiles pour quelle que soit la sélection que vous allez entamer. Donc voilà, une bonne émission. On me signale donc sur le chat que Jean Botti viendra le 16 janvier. Il sera accompagné de Didier Esten, père de l'IFAN, donc le projet avion électrique Airbus, qui a servi à défricher pas mal le domaine, et actuel pilote d'essai du Casio de Voltaero. Donc voilà, on aura 2 invités pour le prix d'un, et je pense que ça risque d'être très très intéressant. Bonjour Monsieur Chauve-souris, tu vois, pas de problème technique pour le lancement, je me suis fait une petite frayeur, mais là c'est bon, c'est passé. Actu de la semaine, très rapidement, on a eu plusieurs chats, pardon, plusieurs streamings sur Twitch cette semaine pour l'équipe Jumpseat. Il y a eu 2 vols de nuit, dont un avec Jeff que j'ai suivi, où il a fait de la 320 entre Ajaccio, Marseille et Ajaccio, et on a bien rigolé. Antoine en a fait un, malheureusement j'étais pas dispo, et donc je ne sais pas du tout ce qu'il a fait comme vol. Et actuellement, Jeff effectue son dernier stream en ce moment même sur sa chaîne propre. Donc, si les simus vous intéressent, vous pouvez jongler d'une chaîne à l'autre. Mais enfin, vous restez avec moi quand même. Mais vous regarderez le replay de Jeffrey plutôt. Oui, effectivement, il est en train de reconstituer le vol qui a eu lieu entre l'Amérique du Sud et le pôle Sud en 787. Le vol qui a eu lieu la semaine dernière, en train de le reconstituer sur son simulateur de vol. Euh, il était en direct et tout à l'heure, il lui restait au moins 2 heures de vol. Donc je pense qu'il n'aura pas fini. Il sera au moment où moi je rendrai à l'antenne dans 1 heure. Voilà. C'était une bonne émission. Et puis alors je me suis fait un petit plaisir. On va faire un petit coucou à la zone aéro. Nos confrères qui sont sur Twitch aussi, qui viennent régulièrement aussi animer le chat de nos émissions. On fait une très bonne émission mercredi soir. Vous avez invité Jean-Marc Mathéo, ancien pilote de la Patrouille de France, mais surtout actuellement commandant de bord sur Canadair. Et évidemment, donc forcément ça m'intéressait, puis je connais un peu Jean-Marc pour avoir discuté pas mal de temps avec lui sur la base il y a quelques mois. Personnage très très étonnant, très intéressant, qui a beaucoup de choses à raconter. Il a à peine survolé le sujet. Voilà. Et donc l'émission était très intéressante. Elle a été un peu gâchée. Alors mon expérience a été un peu gâchée parce que bon, ils ont eu énormément de problèmes de son. Je sais que nous aussi le son sur Jumpseat c'est parfois un petit peu tendu. Mais là, ils ont vraiment eu des problèmes sérieux. Ils n'ont pas réussi vraiment à régler au milieu de l'émission. Puis alors surtout, on a eu 3 pages de pub. Alors ça, c'est mon petit coup de griffe contre Twitch. La pub est nécessaire. Ce qu'on fait là, nous, devant vous, parfois c'est un peu un travail. Donc la pub, elle est essentielle. Simplement, Twitch, sur certains streams, et si on ne règle pas bien ces paramètres, Twitch balance de la pub pendant qu'on est en train de parler. Si bien que vous êtes devant votre écran, et puis on vous passe 3 minutes de pub. Et les 3 fois où la pub est passée pendant l'émission de la zone aéro, c'était 3 moments qui m'intéressaient vraiment et sur lesquels je voulais avoir des réponses. Bah voilà, donc là j'ai raté le truc. L'émission continue pendant que sur votre écran et dans vos écouteurs, vous avez de la pub. C'est très 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 agaçant. Nous sur Jumpseat, on a désactivé ça. Vous avez de la pub quand vous arrivez. Mais pendant l'émission, normalement, vous n'avez rien. Alors, je comprends la zone aéro, ils ont investi beaucoup, etc. Mais ça, ce paramètre-là, je comprends, il faut de la pub. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Twitch pourrait pas signaler aux streamers, bah, dans 1 minute, on vous balance de la pub, mettez-vous en pause, voilà, bah, c'est le moment d'aller faire un petit pipi, d'aller boire un verre d'eau. Bon, bref, voilà, ça, c'est le truc qui m'a un peu gâché mon expérience devant la zone aéro mercredi dernier. C'est dommage parce que l'émission était vraiment très intéressante, puis les animateurs sont vraiment sympas, et puis voilà. Donc voilà, c'était le deuxième coup de gueule de la journée. Euh, je vais très brièvement évoquer pour ce qui est pour moi la nouvelle de la semaine, avant d'attaquer les sujets que moi je vous ai choisis. On a appris que Robin Aircraft était liquidé. Pour tous les gens qui ont fréquenté à un moment ou un autre un aéroclub ou un aérodrome et qui ont un petit peu volé, on a tous des heures de vol sur des R400. Donc c'est un petit peu désolant de voir cette entreprise capoter une nouvelle fois, puisque elle avait été déjà reprise 1 ou 2 fois. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Est-ce que les Robins vont devenir des avions orphelins? Peut-être pas encore, parce que je pense qu'il y a du potentiel en termes de suivi de la flotte et même de construction d'avions neufs.
Mais ça a été encore une sale nouvelle pour l'aviation légère française. Et bon, affaire à suivre en tout cas, mais pour moi, c'est la nouvelle de la semaine. Mais c'est pas celle que j'ai retenue pour se lâcher solo. Alors, petite présentation, je suis Frédéric Marsali, je suis journaliste sur Aérobuzz depuis 5 ans et on m'a confié la semaine dernière une nouvelle émission, Lâcher Solo, qui est une émission de décryptage de l'actu d'Aérobuzz et des actus par notre biais, par nos goûts propres. Donc moi, il y a un certain nombre de sujets qui m'intéressent plus que d'autres et c'est cela que je vais vous présenter et qu'on va un petit peu approfondir au cours de l'émission. Et puis, comme pour toutes les autres émissions, vous avez le chat, donc vous pouvez réagir, vous pouvez me poser vos questions, me faire faire vos remarques en direct. Et comme ça, on va pouvoir arriver à faire quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Je suis un petit peu moins en forme que la semaine dernière. J'ai pas pris mon deuxième café. Pourtant, j'ai fait une bonne sieste. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Écoutez, on va parler. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, je bafouille plus que la semaine dernière. Le premier sujet sur lequel j'avais envie de rebondir. Alors, c'est une histoire perso toute bête, parce qu'on est aussi là pour parler un petit peu de façon un peu moins objective que lorsqu'on fait nos articles sur Aérobuzz. Donc, il y a quelques semaines, alors attendez, il y a quelques messages sur le chat. Alors, Monsieur Chauve-souris me dit va prendre ton café. Ben, il est hors de question, je suis en live. Tu prendras ton deuxième café pendant la pique de Twitch. Oui, ok. Et là, 04, tu me dis qu'il y a de la pub? T'as de la pub ou pas? Ça, signalez-moi si vous avez sur le chat, si vous entendez ce que je dis, etc. Parce que dans ces cas-là, on fait une petite pause et on reprendra l'émission après. Voilà, mais normalement, nous, on n'a pas cette fonction sur Aérobuzz. Non, non, pas de pub. Ok, d'accord. Bon, c'est bien. J'avais peur qu'on ait le truc. Voilà. Bon, alors, petite histoire personnelle. Il y a quelques semaines, comme je fais d'habitude, je m'installe tranquille chez moi dans une pièce où je suis tout seul et je peux passer 5 minutes avec un bouquin. Et dans cette petite pièce très réduite, j'ai toujours une pile de magazines, de vieux magazines que je relis comme ça, au plaisir. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai ouvert un vieux fanard, parce que j'ai des piles de fanards, voilà. Et puis, je suis tombé sur un article que j'avais trouvé vraiment fascinant, très intéressant, qui parlait, voilà, le fanat en question, voilà, le voici. Donc c'est un fanat qui a plus de 23 ans, donc novembre 1999. Et dans cet article, alors plusieurs articles, dans ce fanat, plusieurs articles très intéressants. Celui sur les missions spéciales, je ne vais pas en parler plus que ça, mais ça, c'est un sujet exceptionnel et qui est très difficile à traiter parce qu'il n'y a pas très peu d'archives. Donc l'article en lui-même était très intéressant. Non, l'article qui m'intéressait, c'était l'intimité du roi P-63. Le P-63, le Bell P-63 King Cobra, est un avion de chasse de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a eu une histoire il s'est pas très bien vendu. C'était pas un mauvais avion, mais il avait un concurrent qui était énorme, qui était le Mustang. Et cet article parlait de la restauration d'un P-63 qui a été fait pour un monsieur dont le nom me disait vaguement quelque chose. Alors en 99, c'est un nom qui me disait rien, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un nom qui me parle un petit peu plus aujourd'hui. Pour un monsieur qui s'appelle Frank Borman et qui est décédé il y a quelques jours. Frank Borman était un astronaute. Il a participé à 2 missions, une mission Gemini et une mission Apollo. Oui, je crois, hein. Si je dis une bêtise, vous me corrigez sur le chat, hein, mais normalement, c'est une Gemini et une Apollo. Et cet astronaute a quitté la NASA assez rapidement, hein, vers 1970, et puis il a fait une carrière chez Eastern Airlines. Et dans les années 90, vers 96, il s'est offert un King Cobra qu'il a fait restaurer, et ça a été sans doute à son époque un des Warbirds les plus beaux du circuit. Ce qu'il a fait, il a mis les moyens et il a restauré son P-63 au boulon près. Bon, faut dire que l'avion n'avait pas été restauré, était dans son jeu, avait été relativement bien conservé, donc il avait été restauré. Et donc, voilà, moi j'étais en train de lire cet article, et puis à la fin de l'article, je me suis dit, tiens, Frank Borman, il doit pas être tout jeune aujourd'hui. Et donc, un jour après, on apprend qu'il est décédé. Donc, moi, j'en suis resté sur cet article.
Article signé Thierry Thomassin et Xavier Méal, que je vous conseille parce que c'est un très bon papier. Et voilà, on a Frank Borman donc, qui vient de nous quitter il y a quelques jours à bord de son P-63. Et là, voilà, une photo de son avion. L'avion existe toujours, il a revendu en 2003, il a changé 2 ou 3 fois de propriétaire. C'est pas un avion qu'on voit très fréquemment sur les meetings US, mais en tout cas, il existe toujours et s'il vole, c'est grâce à Frank Borman. Alors avec son décès, je me suis un peu intéressé à lui et il y a un point qui m'a surpris, et qui n'a pas été soulevé dans l'article c'est Fabrice qui a consacré, la nécro, un article à la nécro de Borman. Ce que j'ai découvert en lisant un peu, c'est que Borman, on lui a proposé de prendre, après ces 2 vols, de prendre le commandement de la mission Apollo 11 qui, dès le départ, était prévue pour se poser sur la Lune et il a dit non. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, c'est la capacité à dire non. En fait, Frank Borman avait participé à 2 missions et il s'était dit déjà dans la tête que, il ferait 2 missions et c'est bon. En y réfléchissant, je me suis posé la question, il avait été, le seul astronaute impliqué dans l'enquête sur Apollo 1. Apollo 1, pour mémoire, il y a eu un incident juste avant le lancement, les 3 astronautes étaient dans la capsule. Il y a eu un incident, je crois, avec de l'oxygène, ça a pris feu et ils sont morts brûlés vifs dans la capsule pendant que les pompiers étaient en train d'essayer de découper la porte pour les sortir. Ils n'avaient pas prévu une sortie de secours, quoi. Et lui, il était présent pendant cette enquête. Il a été le seul astronaute dans la commission d'enquête. Est-ce que le fait d'avoir volé 2 fois, d'avoir été confronté à cet accident, lui a pas fait dire bon, les gars, c'est bon, j'ai fait ma dose, je me casse. Bon, voilà, ça c'est une hypothèse de ma part. Après la NASA, donc il quitte la NASA en 70, il va chez Eastern Airlines. Il devient vice-président puis PDG de la boîte et il s'avère que, bah, je connais quelqu'un qui a été, commandant de bord sur Boeing 727, chez Eastern, Michel Léveillard, qui est un pilote français qui, après la Seconde Guerre mondiale, jeune, dans les années 50, il s'est, expatrié et il est rentré comme pilote de ligne à la Eastern. Il a volé sur Constellation, puis il a fini sa carrière sur Boeing 727. Et Michel a eu un rôle essentiel pour la création d'Aerostories au début des années 80, à la fin des années 90 avec Philippe Ballarini, avec mon ami Philippe. On a créé, enfin Philippe a créé, moi je suis très vite arrivé dans l'équipe, et Michel a été le premier à nous dire, hé les gars, là, le truc que vous êtes en train de faire sur les livres, là, la revue de presse, là, vous êtes en train de présenter des bouquins, et vos articles, tout ça, faut pas que ça reste une page d'amateur. Professionnalisez-vous et devenez... faites ça bien, faites ça à fond. Merci pour l'abonnement, enfin pour nous avoir rejoints. Jazz 0618, on discutait un petit peu autour de Frank Borman, astronaute disparu, et je racontais une petite histoire avec un ami qui a bien connu Frank Borman puisqu'il était pilote de ligne chez Eastern et il l'a eu dans son cockpit à plusieurs reprises. Et il l'a fréquenté aussi dans des réunions, puisque en tant que pilote de ligne, il allait à des réunions où le PDG était présent. Donc il a très très bien connu Borman, il nous en a parlé régulièrement. Il appréciait beaucoup cet homme-là. Donc Michel a eu un rôle essentiel pour la création d'Aerostories et pour l'aérobibliothèque dont je suis aujourd'hui l'héritier et le rédacteur en chef. Donc moi, je ne m'intéresse pas spécialement à la conquête spatiale, c'est pas un sujet qui me touche énormément, mais Frank Borman, c'est un nom que j'ai croisé, c'est un nom qui me touchait personnellement. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin sur l'histoire, en fait, Captain Mike, Michel Léveillard, a fait l'objet d'une biographie qui est signée Jean-Noël Violette, qui est aussi un membre de l'aérobibliothèque. Jean-Noël a interviewé Michel et Michel raconte ça. Je vais arriver à le placer, oui. Attendez, on va changer, on va faire une petite transition, bougez pas. Hop, voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Michel a répondu aux questions de Jean-Noël et il raconte sa carrière, sa très longue carrière et assez trépidante d'un jeune pilote formé à Rouen sur des avions hyper légers qui finit commandant de bord aux États-Unis sur Boeing 727. Voilà, la préface était d'ailleurs de Philippe Ballarini. C'est publié chez Bleu Ciel Édition et c'est toujours disponible. Donc voilà, une histoire de pilote qui sort de l'ordinaire, je vous la conseille. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur Frank Borman. Bon, il est mort à plus de 90 ans quand même, avec une carrière quand même d'une densité extrême. Mais je reste quand même épaté de cet homme qui a dit non, Apollo 11, ça m'intéresse pas.
Pour moi, c'est le fait marquant de sa carrière. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à faire vos remarques. Et puis, comme GF Bourg 113 qui me précise exact, il s'agissait d'un problème de liaison radio provoqué par un court-circuit pour Apollo 1. Oui, ce qui a entraîné le feu à bord de la capsule. Je ne comprends pas qu'à l'époque, ils n'aient pas prévu quelque chose en cas de souci pour que les astronautes puissent sortir plus rapidement de la capsule. Voilà. Ça, c'est vraiment un des drames terribles de l'histoire de la conquête spatiale. Alors, on va passer à la suite. Alors, la suite est un petit peu plus dans mes cordes. Quelque chose qui va vous amuser, je pense. Allez, c'est parti. Je vais vous passer une petite vidéo. Alors, là, comme l'ordinateur rame un peu parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de logiciels qui sont en train de fonctionner. Et là, la vidéo, il a du mal à l'ouvrir. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous la mets sans transition. Donc, il y a quelques jours, j'ai publié sur Aérobuzz un article dont je vous mettrai le lien tout à l'heure sur un eVTOL chinois que les Chinois proposent en mission feu de forêt, en bombardier d'eau ou en lutte anti-incendie, on ne sait pas trop. Alors, j'ai un doute sur les images. Pour moi, c'est des images de synthèse, mais elles sont vachement bien faites. Donc, est-ce que c'est un proto qui a volé? Vous allez voir, hein, il y a des images juste après. Donc, c'est un eVTOL, c'est un appareil décollage, atterrissage vertical, dronisé, donc sans pilote. I comme électrique, donc c'est quelque chose qui n'a pas de moteur à combustion, hein, c'est vraiment de l'électrique. Et donc cette version-là qu'il propose est une version bombardier d'eau. L'appareil fait 2 tonnes de masse maximale au décollage, peut voler à 200 km/h et a une autonomie, je crois, de 200 km. Donc une autonomie d'environ 1 heure. Alors je ne sais pas si les chiffres qu'il donne en sous-titres sont les mêmes qu'on avait sur le communiqué de presse. Voilà. Et là, on tombe dans le truc qui m'amuse le plus. Voilà. Et en fait, le fonctionnement de l'engin, c'est un truc qui balance des bombes à eau. Alors, c'est un appareil qui fait 2 tonnes de masse maximale et qui a une charge utile de 400 kg, c'est-à-dire 400 litres. Voilà, puisque l'eau, c'est simple. Donc voilà, on a une capsule qui tombe et qui éclate à une certaine altitude au-dessus des flammes. Et ben ça, c'est un truc qui a tout l'air d'être une bonne idée et moi je pense le contraire en fait, voilà. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. On a donc cet appareil-là. Hop, ouais, c'est pas encore, je suis pas encore fluide là-dessus. Donc voilà, ça c'est le drone. Donc vous avez le nom de la société, ça y est, ça m'échappe, excusez-moi. Donc c'est une société chinoise qui propose ce drone et on va passer tout de suite à l'image suivante qui est pour moi alors le what the fuck le plus hallucinant. Voilà. Et parce que le système de la bombe à eau, bon, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement apparaître. On va en parler. Au niveau efficacité, pour moi, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc pour eux, non seulement c'est une bombe à eau, mais c'est une bombe à eau qu'on charge sur l'appareil une fois remplie. Comme vous voyez là sur le dessin, il faut une espèce de treuil de mec, et puis on charge le truc. B777 Juju qui nous dit le vol stabilisé au-dessus du feu, j'ai un doute. Bonne remarque, j'y reviens juste après. Donc, on a un appareil là qui... on va préparer des soutes en amont sur l'aérodrome. L'appareil va arriver, on va charger les soutes. Ça paraît intelligent, ça paraît rapide en fonctionnement, mais le système est beaucoup plus contraignant qu'on l'imagine. Ça n'avait pas été essayé, le largage des palettes de bombes à eau avec un cargo militaire, oui, Ben-Moi ou Ben-Moll. Oui, et c'est justement la photo d'après. Non, ça c'est la photo d'avant, ça. Voilà. Donc ça, oui, eh ben, ce système de bombe à eau, il a déjà été essayé. Alors, dans l'histoire, il a déjà été essayé parce que les premières ébauches de lutte anti-feu de forêt avec des avions, c'était dans les années 20 aux États-Unis. C'est les mecs, ils avaient chargé des barriques de bière et des fûts de bière. Ils avaient rempli d'eau, ils avaient largué ça sur des flammes.
Et s'était rendu compte que niveau résultat, c'était pas génial. Donc voilà. Mais le système est revenu à la mode il y a une dizaine d'années. C'est une société qui s'appelle Kelim qui promeut ce système. Ce sont des boîtes, on va les voir juste après, dans lesquelles on met de l'eau, du retardant. On charge ça dans un avion cargo, on ouvre la rampe arrière, on pousse la charge et ça tombe. Le système, alors, le système, il n'est pas bête sur le principe. Simplement, techniquement, il y a des contraintes. Donc ça, le système Calim, il se présente comme ça. Ce sont des palettes en carton qui font 1 m3, donc 1000 litres, 1 tonne chacune. C'est un outil qui est très très intéressant pour certains pays. Par exemple, vous êtes un pays qui dispose d'une force aérienne, qui a des C-130 ou des C-27J, des Antonov, des choses comme ça. Vous avez peu de problèmes de feux de forêt. Sauf que vous avez quand même des forêts et on ne sait jamais. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans des bombardiers d'eau, vous avez des avions militaires. Vous achetez les cartons, vous les stockez dans un coin. Le jour où il y en a besoin, comme vous n'êtes pas un pays où il y a de gros feux, vous les sortez, vous les remplissez, et puis vous pouvez déjà faire une attaque initiale. Ça marche. Vous n'allez pas avoir une bonne répartition visiblement du liquide en fonction du système utilisé ou du rythme à laquelle les boîtes sont lâchées, mais vous allez pouvoir faire un premier bombardement. C'est une chose. Ça va pas vous coûter cher, c'est pas un avion spécialisé, les pilotes seront pas très bien formés, ils vont larguer d'un peu haut, mais ça peut faire une attaque. Voilà. Vous remplissez les cartons en amont. Alors c'est du carton, mais il y a un film plastique, il me semble, à l'intérieur, de façon à avoir une certaine étanchéité. Je pense que quand vous avez rempli le carton, vous avez quelques heures pour le larguer avant que ça s'imbibe et que ça se désagrège. Sur un C-130, comme les cartons font 1 tonne, vous pouvez peut-être emmener une douzaine de cartons, comme ça, en vol, donc ça fait déjà un impact. Et l'Yvetol, lui, par contre, il n'emporte qu'un seul conteneur, un conteneur de 400 litres. 400 litres, c'est déjà pas le même impact qu'1 tonne. Et puis, visiblement, il faut conditionner le truc en amont et avoir comment dire, des récipients prévus à l'avance, achetés à l'avance, etc. Là, on a des cartons qui ne doivent pas coûter très, très, très cher. Je ne sais pas ce que ça va donner avec l'Yvetol chinois. Quid des batteries de l'Yvetol avec la chaleur des feux? Justement, dans le live de la zone aéro mercredi, Jean-Marc Matteo expliquait que la chaleur des feux, il passait assez vite au-dessus et finalement, ils n'avaient pas trop le temps de la ressentir. Donc, si l'Yvetol reste peu de temps, normalement, il ne devrait pas cramer. Il va prendre les turbulences, mais il ne devrait pas chauffer plus que ça. Et puis, il va partir assez vite. Donc, le vent relatif va refroidir tout ça. Donc, non, je pense que ça, c'est pas un problème. L'autre problème de l'Yvetol, c'est qu'il largue verticalement comme ça. euh, donc, il va avoir un impact comme ça. Il va avoir une pluie. Quand on regarde les largages des hélicoptères bombardés d'eau, ils arrivent, ils gardent toujours une marge de vitesse, déjà parce que ça augmente l'impact de la charge d'eau au sol, et puis ça leur permet effectivement de passer très vite dans les turbulences et de repartir. Donc c'est safe. Oui, effectivement, le stationnaire n'est peut-être pas forcément le truc le plus intelligent à faire avec un appareil comme ça. Donc voilà, ça c'est des considérations qu'il faut prendre en compte. Le truc du largage conditionné, c'est qu'il faut charger en amont. Et vous avez des caisses, des cartons, voilà, qui sont une fois ouverts, ressemblent à ça, dans lequel vous mettez 1 tonne d'eau. Votre carton, là, il pèse 1 tonne. Donc ça fait des jolis largages, hein. On peut mettre du retardant dedans ou de l'eau, et ça fait des largages qui peuvent être tout à fait opérationnels. Sauf que pour les charger, il faut ça. Voilà. Vous arrivez avec votre engin, et il faut un bulldozer. Enfin, il faut un transpalette et un truc. Là, visiblement, il a au moins 2 tonnes sur la palette. C'est pas anodin, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est un système comme ça. Nos amis chinois, là, qui nous montrent un appareil avec un bras qui vont attraper le récipient, il faut des tas de récipients, il faut les acheminer. Je trouve ce système aberrant sur un plan opérationnel, tout simplement parce que ça ne répond pas à une simple logique qui est de faire les choses
pour ces choses-là, les choses les plus simples du monde. Euh, un bombardier d'eau, aujourd'hui, quand on a besoin de le remplir au sol, je reviendrai sur celle-là après, euh, vous avez 3 pompiers et un tuyau. Et vous le remplissez en 10 minutes. Alors effectivement, on pourra toujours dire, ouais, en 10 minutes, l'avion aura pu faire une rotation, etc. Mais si vous n'avez pas les palettes prêtes, si les rotations sont rapides, vous n'avez pas le temps de les remplir, les trucs, ou alors il faut les remplir en avance, puis vous arrivez à un moment où, bah non, ça y est, le feu est éteint, ces palettes-là vont servir à rien, il faut récupérer l'eau, il faut récupérer le retardant. Et puis, il y a un changement opérationnel, vous êtes en train d'attaquer un feu du côté de Vannes, puisque là, la photo, elle est prise à Vannes. Euh, et puis, bah, finalement, il y a un feu à Angers, il faut dérouter à Angers, mais à Angers, il n'y a pas les palettes. Bah, il se passe quoi? Donc c'est vraiment un système qui paraît, qui est très à la mode, qui paraît, super sympa et en fait, qui demande encore plus de logistique. Le problème de l'utilisation notamment du retardant et des avions, bombardiers d'eau, à vocation terrestre, donc qui ont besoin d'un aéroport pour se remplir, c'est qu'il faut une structure, il faut une infrastructure. On peut trouver très facilement un camion de pompiers, une pompe, une motopompe, 2 tuyaux et on remplit l'avion. Alors, on pourrait remplir aussi des conteneurs. Mais l'avion, on l'a, la motopompe, on l'a, on branche directement, puis c'est tellement plus simple. Donc il y a beaucoup de bonnes idées. Les eVTOL sur feu, je ne vais pas cracher dessus parce qu'un jour, il y aura des drones qui vont bombarder des feux, c'est inévitable, et ça risque d'arriver très très vite. Par contre, je pense que le système de remplissage le plus simple, c'est un tuyau. Et puis entre nous, soit dit, 400 litres, il faut 1 minute hein, pour le remplir. Donc votre engin, il ne va pas rester au sol très très longtemps. Donc voilà, on a typiquement là une fausse bonne idée. On avait déjà eu, et ça c'est une photo que j'ai prise à Sacramento en 2014, on avait une société, Kroman, qui s'était alliée avec la société Elbit et qui avait eu la bonne idée de se dire, bah oui, quand on largue, euh, on peut avoir une dispersion de la charge. Et est-ce que en faisant des petits paquets, c'est en fait le retardant est là, dans ce cas de figure, dans des dans des petits sachets en plastique biodégradables, et on les charge. Alors, il y a une machine pour charger les petits sachets qui font 20 centilitres. Et puis ça tombe, et ça tombe. Et quand ça impacte au sol, effectivement, ça éclate. Et là, on a un effet qui peut être très intéressant. Sauf que, bah, voilà, il faut une machine pour remplir les petits sachets. Et la machine, c'est une machine-outil. Alors, je ne sais plus si on l'avait vu, s'il l'avait. Il me semble que je l'ai prise en photo, mais c'est un smear-morgue. Et donc, il faut balader le smear-morgue. Alors, ok, on peut balader le smear-morgue de retardant. Et les 2 tuyaux, bah, ça se met dans une dosette de lessive. Ouais, c'est un peu l'idée. Et tu largues tes dosettes. Alors, ça te fait un largage qui peut être très concentré. L'avantage des petites dosettes de 20 centilitres, c'est que si tu as un pompier qui est dessous, bah, s'en prendre 3-4, mais ça va pas l'assommer, il aura le casque. Par contre, si le truc d'une tonne, il éclate pas, il se le prend sur la tête, bah là, ça va faire les gros titres des journaux. Donc voilà, l'IVTOL en largage, moi, rien contre, mais ce que j'appelle moi les largages préconditionnés, j'ai du mal. Voilà, moi, une charge d'eau, une charge de retardant, elle doit être libre, elle doit tomber en gravité. L'autre exemple qu'on a aussi pour moi, une fausse bonne idée là-dessus, alors c'est la société qui a repris les avions MCR, SE Aviation, qui a proposé il y a quelques semaines, et pareil, j'avais proposé l'article sur Aerobuzz, je vais vous donner les liens juste après, d'un MCR4S modifié drone, enfin, ok, ça très bien, avec une version de reconnaissance et avec une boule FLIR hein, pour faire de la caméra, donc pour faire de la reconnaissance sur feu, sur catastrophe naturelle, avec une grande autonomie, parce que l'avion enfin, consomme pas grand-chose et en mode économique peut tenir des heures en l'air. Je sais plus, il m'avait donné le chiffre, c'était monstrueux. Peut tenir une journée hein, en régime économique, donc pour surveiller une zone, impeccable. Mais surtout, il voulait le proposer en version bombardier d'eau, avec 2 systèmes. Alors, soit une soute, et avec 400 litres aussi. Moi, ça me paraît un peu léger, mais il y a des avions qui volent avec ça et qui interviennent. On y reviendra plus tard. Ou alors avec des bombes à eau. Voilà. Et là, on a vraiment des bombes à eau. Ben là, même problème. Faut conditionner les bombes, faut acheter les bombes, faut qu'elles tombent bien, enfin,
Et comme dit Cyril, ils reprennent le concept du B-29 qui avait été testé par l'US Forest Service en 48 et qui s'était avéré pas d'une efficacité géniale. Et puis c'est surtout l'histoire du coût qu'il faut prendre en compte. Chaque bombinette va vous coûter quelque chose. Et c'est des trucs qui sont perdus. Alors à moins d'aller, que ça soit en métal et qu'on les récupère après dans le feu. Enfin, non, vraiment, je conçois pas le système. Faut une soute, point barre avec des portes et keep it simple, stupid. Je pense qu'il faut faire simple. Donc, le drone chinois sur feu, pas de problème, mais tel qu'il est présenté aujourd'hui, je dis attention, fausse bonne idée. Voilà, il faut être absolument novateur, mais on a montré depuis longtemps que il faut quelque chose qui marche d'abord. Voilà, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, puisque dans la brève, je j'ai pas pu, il n'y avait pas la place pour développer tous ces trucs-là. Euh, voilà, si aujourd'hui on a ça, c'est pas un hasard total, c'est vraiment parce que bah, ça marche, et ça marche depuis très longtemps. Et si ça marche depuis très longtemps, c'est que ça a fait ses preuves, c'est que tout le monde veut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser parce que ça ne demande pas une infrastructure monstrueuse, ça demande trois gars et un tuyau. Trois gars, un tuyau, une motopompe, ça se trouve dans tous les départements pompiers du monde. Une machine à emballer les bombes ou à remplir les bombes, c'est une logistique à part, c'est quelque chose de totalement... voilà, je comprends pas. Donc l'article euh, sur cette boîte chinoise, je vous le mets là. Je ne sais pas comment je vais pouvoir mettre le lien. Voilà, c'est bien ça, hein. Autofly propose une version de lutte anti-incendie de son Yvetol. Voilà, ça vous retrouvez ça, cette info-là sur Aérobuzz. Je vous ai mis la vidéo. Alors, c'est pas la vidéo du bombardier d'eau que je vous ai montré, puisque je l'ai reçu qu'après. Ça, c'est la version la vidéo d'un vol record qu'ils ont fait avec ce même modèle-là, mais en version de base. Ils ont volé 250 km sur une seule charge, qui est pas mal. Pour un appareil qui vole à 200 km/h, ça voudrait dire quelque chose comme 1 heure d'autonomie. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors, comme l'a signalé, alors je ne sais plus qui dans le chat, oui, JF Bourg 113, à la manière des trackers, peut-on envisager une utilisation préventive à l'occasion de vols de reconnaissance? Quand tu n'as qu'une heure d'autonomie, ton vol de reconnaissance, surtout à 200 km/h, à 200 km/h, tu vas pas loin. Le tracker, il partait en gare avec, je crois, 2h30, 3 heures d'autonomie. Et sachant qu'en plus, il avait une vitesse de l'ordre de 200 nœuds, donc là, c'est plus pareil. Le Dash 8, il me semble qu'il part avec une autonomie de 2 heures. Et il fait du 350 nœuds, quoi. Donc, et puis il a 10 tonnes dans la soute. Donc là, c'est plus pareil. On n'a pas la même autonomie, on n'a pas le même rayon d'action, on n'a pas la même vitesse d'intervention. Par exemple, s'il est en train de patrouiller du côté de Nîmes et qu'il y a un feu qui se déclenche du côté de Bordeaux, il est sur la zone en une demi-heure, le Dash. Voilà, faut bien se rendre compte de tout ça, quoi. Donc voilà, les fausses bonnes idées, il y en a plein dans ce milieu-là, dans tout ce qui est bombardier d'eau. Il y a des trucs qui me paraîtront aberrants et qui marcheront peut-être. Je demande à voir et on fera des articles avec plaisir dessus. Voilà, il n'y aura pas de problème. Acheter 320 à récupérer à boire. Alors, bah écoute, à la tienne, et moi je vais faire pareil. Oula, il y a déjà 38 minutes d'émission. Je bois un petit coup. Voilà, bon. Donc voilà, c'est le petit chapitre bombardier d'eau et Yvetol. Pour les Yvetol, je renvoie sur l'émission de James Seed de mardi où ces engins-là ont été disséqués, c'est le terme, par Thierry et Gilles, à propos de la polémique qu'il y a eu avec la mairie de Paris qui n'en veut absolument pas pour les JO alors qu'il y avait une expérimentation qui avait été prévue. Et dans le même temps, la ville de New York qui dit ah non mais nous les Yvetol on en a besoin. Effectivement, il y a plein d'hélicos qui font Manhattan JFK, l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy, l'aéroport de New York, pour amener les gens parce que les transports en commun et les routes sont saturées. Il y a des gens qui râlent du bruit des hélicos, il y a commencé à avoir des mouvements qui râlent après la pollution des hélicoptères.
Donc mettre des eVTOL pour faire la navette entre JFK et le sud de Manhattan, là-bas, ils y croient parce que ça fera moins de bruit, moins de pollution et que les gens viennent par les airs jusqu'à Manhattan, ça n'a pas l'air de leur poser plus de problèmes psychologiques et que ça. Donc voilà, deux salles, deux ambiances. Et donc, on va faire ça. Hop, voilà. Oui, coucou, c'est moi. Hop. Et donc l'article sur le Dryad. Alors comment je vais pouvoir vous passer les liens? Donc voilà, ouais, il y a du mal à charger. Voilà, le Dryad, c'était cet article-là. Alors celui-là, il était réservé aux abonnés premium, donc je vous le montre rapidement. Ah bah oui, sur cet ordinateur-là, j'ai pas accès à mon propre article parce que j'ai pas mis mon compte. Bon voilà. Euh, Abonnez-vous à Aérobuzz si vous voulez lire ces articles-là. Ça nous permet de maintenir notre indépendance financière, de moins dépendre de la pub, et bon, voilà, et de continuer à faire un travail d'information. Donc, abonnez-vous pour avoir accès à ces articles-là et à tous les détails qu'on fait, puisque là, c'est des articles un petit peu plus longs que les brefs qu'on met en libre service. Voilà, et puis la biographie de Frank Borman par Fabrice, elle est là. Voilà, bah, vous voyez, il nous a quittés à plus de 90 ans après une carrière un peu incroyable. Voilà, ça, voilà, voilà. Alors, de quoi qu'est-ce qu'on va parler après? Alors, je me suis fait un petit plaisir. Et malgré tout, pour la petite histoire, j'étais pas chaud pour faire une brève sur ce sujet-là parce que je trouvais que c'était pas un sujet si novateur que ça. Et en fait, j'ai été prisonnier de certains a priori. Euh, C'est mon rédacteur en chef vénéré qui m'a dit: «Non, non, mais ça, traite-le-moi, traite-le-moi». Je l'avais traité très court. On a dû allonger un petit peu l'article. Il y a quelques semaines, il y a une boîte canadienne qui a annoncé ça. Un nouveau STC pour le Beaver. Alors, un STC, c'est un complément au certificat type. Quand vous apportez une modification à un avion, et on sait que les avions, on ne peut pas les faire voler sans qu'ils soient passés aux grilles, aux grilles de la certification. Processus long et très coûteux, mais quand on modifie juste un petit truc, on ne va pas recertifier tout l'avion. Donc on fait certifier que la modification. Et ça vient s'ajouter au certificat de type, c'est donc le STC. Et voilà, vous voulez par exemple, je sais que pour le Beaver, il y en a un certain nombre. Eh ben, on va en prendre un tout simple. Vous voulez mettre une turbine à la place du moteur à piston, bah, c'est un STC. Voilà, vous allez voir quelqu'un qui est propriétaire d'un STC et qui vous dit, bah oui, moi je sais remplacer le moteur par une turbine. Ce sera une turbine de tel modèle, on sait faire, on a l'approbation technique et réglementaire de le faire, et on vous le fait. Et pouf, il n'y a plus qu'à faire un chèque. Voilà, et donc il y a le Beaver, il y a une nouvelle STC qui vient d'être publiée, et en fait j'ai raté l'info. J'ai juste vu la STC sur la turbine. Je me suis dit, ben, bon, des PT6 sur des beavers, il y en a déjà plein. Euh, En plus, j'ai regardé, la PT6 34 elle équipe déjà des beavers, mais c'est une STC qui relève de Viking et qui ne relève pas de cette société Val d'Or, qui est une société québécoise. Et j'ai raté l'info. En fait, la modification, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est que sur ce beaver, non seulement on met une turbine PT6A34, mais ils ont tout refait. Ils ont refait notamment les ailes. Ils ont inventé des nouvelles ailes qu'ils ont baptisées BX. Et en fait, le beaver, tel qu'il le propose aujourd'hui, il le modifie vraiment fondamentalement, enfin vraiment énormément. Alors, le beaver, notre ami chauve-souris n'en a jamais entendu parler. Il ne doit pas beaucoup suivre Jumpseat parce qu'on en parle très régulièrement. Le beaver, qu'est-ce que c'est? Le DHC-2, c'est un avion qui vole depuis 1947, qui a été construit à 1600 exemplaires jusqu'à la fin des années 60. Et c'est un avion de brousse. Un avion de brousse, c'est quoi? C'est une camionnette volante. C'est un engin qui est construit, c'est du costaud. Ça a des performances un peu étonnantes parce que ça pose court. On peut lui mettre
des grosses roues, ce qu'on appelle des roues toundra, pour se poser sur des champs qui sont des champs de patates, tout simplement. C'est un avion sur lequel on met des flotteurs. Parfois des flotteurs où il y a des roues, donc on peut aussi en faire un amphibie. Et c'est des avions qu'on voit dans le nord du Canada, en Alaska. Pour la petite histoire, plus de la moitié des beavers construits l'ont été pour l'US Army, qui, notamment pour la guerre de Corée, puis pour la guerre du Vietnam, avait besoin d'avions qui puissent se permettre de faire un petit peu la brouette, pas loin du front. Et la France en a utilisé quelques-uns pendant la guerre d'Indochine. Voilà, donc c'est un avion qui a une très très longue histoire, qui se trouve toujours très fréquemment du côté de l'Alaska, du Grand Nord canadien. Il y en a quelques-uns en Europe, il n'y en a pas en France. Ça, c'est bien dommage. C'est une belle machine qui se résume à on emmène 500 kilos à 500 km sans problème. Il y a des grandes portes pour charger l'avion. Voilà. À combien, alors Jean-François, tu estimes à combien le marché pour cette remotorisation? Aucune idée. Aucune idée parce que des STC pour le Beaver, il y en a plein. Sur Aérobuzz, vous regarderez sur les mots-clés Beaver, ça donne aussi, il y a des motorisations qui sont en train de se faire avec des moteurs à piston RAID, par exemple. Et Harbour Air a 2 Beaver électriques. C'est-à-dire que Manix a aussi un STC pour modifier des Beaver avec des avions électriques. Alors, c'est des avions qui sont assez lourds, hein. Je crois que c'est 2 tonnes et demie, hein, l'avion. Ça emporte au maximum jusqu'à 8 passagers, quelque chose comme ça, pour la version fuselage agrandi. Ça les emmène pas très loin parce que c'est pas un avion extrêmement rapide, mais c'est un avion qui va partout. C'est un avion, vous avez un champ de patates de 300 mètres de long, c'est pas un problème, c'est un aérodrome à Beaver. Vous avez un lac de 300 mètres de long, avec les flotteurs, ça passe. C'est un avion qui se pose relativement court, il y a énormément de surface de voler. L'avion est conçu pour ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un avion de brousse et vraiment, voilà. Et bon, il y a 1600 avions qui ont été construits. J'ai été incapable de trouver le nombre de beavers qui sont encore en état de vol dans le monde. C'est plusieurs centaines, sachant que la moindre épave de beaver qui est trouvée, elle est vite reprise. Toutes les pièces sont récupérées parce qu'il y a un vrai marché des pièces de rechange du beaver. Donc, c'est un avion qui est... son surnom, c'est Immortel parce que c'est un avion qui... on n'en voit pas la fin, d'ailleurs. Voilà, un des rares livres qui ont été publiés sur ce sujet-là. Le titre, c'est The Immortal Beaver, voilà, tout simplement. C'est un livre très intéressant qui est paru il y a une vingtaine d'années. Il a le gros défaut d'être en noir et blanc, alors que c'est un avion sur lequel les photos couleurs sont plutôt sympas. On va faire un petit tour d'horizon de quelques images de Beaver, parce que c'est un avion sympa. Je vais vous montrer d'abord. Bon, je vous la lance direct comme ça, vous allez voir. C'est la vidéo du STC de la société Val d'Or, donc une société québécoise. C'est le dernier STC en date du Beaver. Et on voit que, alors pas sous cet angle-là, mais sous d'autres angles. Alors j'hésite à faire un... Voilà, on voit que l'aile, il y a des décrochements qui ont été créés sur les extrémités, un petit peu comme des bords d'attaque fixes. Et ça, c'est quelque chose qui va augmenter la portance de l'aile et qui va sans doute permettre de réduire encore la vitesse d'approche, donc de raccourcir encore les distances d'atterrissage et de décollage. Donc non seulement l'avion est plus puissant, la turbine, la PT6-34, elle va jusqu'à 750 chevaux, sachant que le moteur d'origine du Beaver, c'est un 450 chevaux, donc vous imaginez bien le gap en puissance, ce qui va se traduire par de la recharge utile en plus. Ça va pas se traduire par de la vitesse en plus, c'est construit comme une locomotive, ça freine. Mais c'est un avion sur lequel les performances vont être vraiment revues à la hausse. Et honnêtement, si vous avez besoin d'un avion rustique pour faire des transports dans des zones vraiment isolées, le Beaver, c'est ça. Alors, je ne sais pas à combien est commercialisé le STC. Je suis allé regarder un petit peu quel était le cours du Beaver en ce moment. Euh, alors, j'en ai trouvé un à 200 000 dollars, mais il y a beaucoup de travaux dessus. J'en ai trouvé un à 750 000 dollars. Et là, ça commence à faire. Moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait été propriétaire d'un Beaver il y a une dizaine d'années, qui m'avait dit, bah, c'est simple. Moi, mon Beaver, je l'ai acheté 500 000 dollars. Je l'ai utilisé pendant 10 ans. J'ai gagné ma vie pendant 10 ans avec.
je l'ai revendu 500 000 $. C'est un avion qui ne décote pas. Bien entretenu, bien utilisé, pas cassé, pas bigné de partout. C'est un avion qui décote pas. Pourquoi? Il n'y a pas grand-chose d'autre sur le marché. Enfin, pas grand-chose d'autre. On va aller un petit peu plus loin parce que voilà. Voilà, il va aussi sur l'eau et c'est quand même là où c'est marrant. Euh, oh, c'est joli quand même. Alors, arrêtez de parler 2 minutes. Juste regarder les images. Ah, ça fait rêver. Ça. Non, mais avec ça, on va partout. Partout, partout. J'ai entendu dire que l'avion n'était pas le plus agréable à piloter. Enfin, l'ayant pas eu entre les mains moi-même, je me prononcerai pas là-dessus. Euh, il a l'agencement d'un cockpit qui est assez étrange avec les manettes en haut du tableau de bord, le trim juste sous le plafond. Alors GG, oui, c'est du PT6 comme turbine, c'est de la PT6A34. Donc de 705, pouvant aller jusqu'à 750 chevaux. Je ne sais pas s'ils ont mis la version pleine bourre, parce qu'à mon avis, là, l'avion, il arrache. Ouais. Voilà, bon, on voit hein, qu'ils ont travaillé. L'aile vraiment est vraiment modifiée. Ce serait intéressant de voir les performances. J'ai pas eu le temps de regarder les performances, mais ça me paraît vraiment intéressant. Donc voilà, l'avion, une nouvelle jeunesse. C'est un avion qui est construit entre 47 et 65, donc ça fait ça va bientôt faire 60 ans qu'on n'en fabrique plus. Et l'avion a toujours une cote de popularité dans ces régions-là exceptionnelle. Alors, ça interpelle à deux points. Un, on n'a jamais fait mieux. C'est possible. Aussi rustique, aussi solide, aussi bien conçu, aussi pratique parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent de partout. Euh, Mais l'autre truc, je me dis, mais est-ce qu'on imaginerait qu'on est sur nos routes ou sur nos voies ferrées des engins qui ont été construits en 1947? Euh, pour les voitures, ouais, parce qu'en fait, finalement, à part les moteurs qui ont un petit peu évolué et le fait qu'il a fallu rajouter des ceintures de sécurité, on a à peu près les mêmes choses. Bon, l'efficacité énergétique étant ce qu'elle est des moteurs des années 50, ce qu'on a sur les voitures actuelles, c'est plus pareil. Elles sont plus lourdes. Bon, bref. Est-ce que c'est pas cette espèce de. Moi, je suis fan. Je suis réellement fan de ces avions. C'est une légende, mais est-ce que c'est logique et cohérent qu'on ait toujours, nous, dans l'aéronautique aujourd'hui, des avions qui soient opérationnels, qui soient si vieux? Ils sont increvables, ok, mais on peut les améliorer, ok, mais comment ça se fait que ce soit si sclérosé? L'explication, elle est simple, c'est ces histoires de certification. La certification coûte extrêmement cher. Conclusion, la moindre modif, ben les gens ils vont à reculons. Et ça veut dire que si on veut implémenter un moteur électrique, ou si on veut implémenter des nouveaux carburants, et c'est le problème qui se pose avec la 100 LL aujourd'hui, on a pour certains avions de l'essence qui est encore plombée, il faut certifier des nouveaux carburants. Ça se trouve, ça marche très bien avec de l'UL, mais on n'a pas le droit de le faire parce que c'est pas certifié. Ou alors de l'UL avec des additifs. On n'a pas le droit de le faire parce que c'est pas certifié. Alors on protège les passagers, évidemment, parce que si on tue si peu de personnes sur les avions de ligne aujourd'hui, c'est parce que tout est certifié, tout est vérifié, tout est contrôlé. Mais derrière, l'innovation est très difficile à faire. Les avions sont très difficiles à faire évoluer. Donc c'est un, c'est un truc qui me taraude. D'un côté, c'est super, c'est génial que ces avions-là soient increvables, et en même temps, bah, l'innovation, elle est difficile à faire passer. Et là, aujourd'hui, l'aéronautique a besoin d'innovation. Il faudrait que ça aille plus vite, et il faudrait que les processus de certification soient moins chers, plus simples, que ça tourne moins. Alors, je vois bien le but. Le but, c'est la protection des gens qui sont dans l'aéronef et en dessous. Euh, je sais que c'est pareil aussi pour les automobiles, hein. J'imagine qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec les bagnoles, mais là, il y a besoin d'innovation et il faudrait que ça aille plus vite. Voilà, tout simplement. Ça, c'était. Bon, voilà, bon, moi, je suis content, hein. Il y a des beavers. Voilà, cet avion est trop beau. Voilà, allez, quelques images de beaver parce que ça fait du bien. Donc voilà, ça, c'est la version BX avec la nouvelle PT634.
Si je fais ça, hop, alors la suivante, voilà. Ah, voilà, le genre de photo que j'aimerais faire. En toute honnêteté, voilà. Joli avion, on voit qu'ils ont rajouté des petits, un peu comme sur les Canadair d'ailleurs, hein, des cloisons de voilure pour améliorer la trajectoire. Photo suivante. Photo suivante, please. Ah, voilà. Je râle souvent à cause du beaver, sur le beaver, parce qu'en fait, les turbines, ça, avec le long nez comme ça, j'aime pas trop. En fait, finalement, dans le bouquin là, que je vous ai montré tout à l'heure, ça, c'est un dessin d'avant-construction. Ça doit être un dessin de 45 ou de 46 qui présente le DHCX. Donc, c'est un avant-projet du beaver. Et on s'aperçoit que quoi? Bah, ils avaient prévu un moteur en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, ça m'oblige à plus râler après les noms, après les modifications des beavers, parce que finalement, avec les turbines, on revient à la forme originelle du beaver telle qu'elle était prévue euh, avant que Pratt & Whitney. Ouais, oui, c'est non, c'est un Wright. Attends, je suis pris d'un doute. Avant de l'installer avec un bon vieux moteur à piston des années 30. J'ai eu un petit message sonore. Sagat Fighter, bienvenue à bord. Oui, c'est ça, un Sagat Fighter. Bah, bien, merci d'avoir liké la chaîne. On est en train de discuter du Beaver, le DHC2, le De Havilland Beaver, qui, bah, après 60 ans sans avoir été construit, bah, continue à avoir de l'actualité parce qu'il y a des sociétés qui proposent des améliorations de l'appareil. Et on s'aperçoit qu'avec ces améliorations, dont l'installation de la turbine, eh ben, on revient aux formes originelles de l'appareil tel qu'il avait été conçu dans les années 40. Voilà, dans le bouquin, j'ai découvert que effectivement, la forme originale du beaver aurait dû être avec un long nez, alors que on le connaît tous avec ce bon vieux moteur en étoile. Ça, c'est une photo qui m'éclate. Bah voilà, c'est ce qui se passe en Alaska. On laisse son beaver tranquille sur le lac Hood ou au milieu de nulle part entre Anchorage et Fairbanks, ou même encore plus au nord que ça. Et puis on est en train de pêcher, et puis on revient, puis on s'aperçoit que ah, il y a il y a un passager clandestin sur le flotteur. Voilà. Bon, bah, on va délayer, on va retarder un petit peu le départ. C'est quelque chose d'assez fréquent. Des photos d'ours qui traînent autour des avions, des vidéos, il y en a plein YouTube. Je vous conseille d'aller voir, c'est assez drôle. Un des points qui est important sur le fait que le Beaver est un avion auquel les gens s'attachent. Ce monsieur-là, avec ses cheveux gris, bon, c'est une photo qui a une dizaine d'années, hein, il a un peu pris. Bah là, il est devant son avion, le N-28S. Alors, le monsieur, là, il a beaucoup de sous, il a pas mal d'avions. On le lui a reproché d'ailleurs récemment. Euh, il a notamment, je crois que c'est un Gulfstream, hein, mais il est catégorique. Son avion préféré, c'est celui qui est derrière, c'est son Beaver, le N-28S. Euh, Novembre 28 Sierra, il l'a depuis déjà très très longtemps. Comme c'est un avion avec lequel les entreprises arrivent à faire du bénéfice, il a eu énormément de propositions de rachat. Il a toujours refusé de vendre son avion parce que c'est son avion préféré. C'est son Beaver. Bon, vous aurez reconnu Harrison Ford. Je pense que c'est dans son hangar à Santa Monica. Si vous traînez avant que l'aéroport ferme, parce qu'il ferme dans 5-6 ans, trop de, d'habitations autour. Visiblement, les gens le croisent régulièrement. Bah, c'est l'aérodrome le plus proche d'Hollywood. Donc, il y a lui et Tom Cruise qui ont leurs avions sur l'aérodrome. Et le croiser sur le tarmac est un non-événement absolu. Voilà. Personnage que j'aimerais bien croiser un jour, quand même. Oui, Han Solo. Hier soir, d'ailleurs, il y avait la 365e rediffusion de l'Empire contre-attaque. Non, c'est le Retour du Jedi et je l'ai regardé. Biscarrosse 2018, j'étais au bord du lac et Yassak a débarqué, j'étais heureux. Voilà. C'est un des rares beavers qu'il y a en Europe. Il était présent au RH, au rassemblement d'hydravion de Biscarrosse 2018, donc le dernier avant le confinement et celui qui a eu lieu en 2022. Et j'avoue que j'étais très très heureux. On n'a pas pu voler dessus. Je crois pas qu'il y avait d'opportunité de faire un tour avec, mais bah, le voir là, waouh, c'était un grand kiff. Version amphibie, hein, on voit, il y a les roulettes repliables.
Faut pas oublier de les laisser rentrer quand on se pose sur l'eau parce que c'est là où on fait des catastrophes. Il est basé en Norvège et enfin il venait régulièrement au rassemblement de Biscarrosse. Il était invité. Il n'était pas présent au dernier. Alors bon, c'est vrai que c'était un rassemblement de transition juste après le confinement. Enfin, bon, c'était un rassemblement de reprise qui était très sympa, euh, avec un plateau un petit peu pauvre, mais l'ambiance est géniale. Si vous avez l'occasion de faire le rassemblement d'hydravion de Biscarrosse, franchement, allez-y, c'est vraiment un moment. C'est de la régalade. Voilà, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ça, c'est une photo de mon pote Cyril, qui, je crois qu'il est sur le chat. C'est à Oshkosh l'année dernière, c'est ça? Tu me confirme-moi la date de prise de vue. Pour vous montrer la longévité de ces appareils, alors c'est pris à Fond du Lac, le lac qui est à côté d'Oshkosh pendant la manifestation au mois de juillet. Hein, et Cyril, qui est comme moi, et même avant moi, un grand fondu de bombardier d'eau, il est allé pour voir des avions à Oshkosh. On y va pour voir des avions. Il va à fond du lac et il tombe là-dessus. Alors là, il a dû faire des bonds. J'aurais bien aimé voir sa tête. C'est un bombardier d'eau de l'US Forest Service. L'US Forest Service, service des forêts américains, fédéral, n'a que 3 bombardiers d'eau en dotation propre. Ces 3 beavers qui sont dans le Minnesota. Ils sont là depuis 50 ans pour surveiller une photo qui est une forêt qui est un parc national. Ils sont depuis 50 ans. Il y a 3 beavers avec un réservoir ventral à l'ancienne. Je crois que c'est un réservoir de 500 litres, donc c'est pas énorme. Mais ils sont 3 et puis c'est des avions Hawker, donc ça peut tourner. Ça fait 60 ans qu'ils sont en service. Voilà, c'est des bombardiers d'eau. On n'en entend pas parler. Ils font pas les gros tri de ces appareils-là. Ils sont en service au même endroit depuis 60 ans. Ils bougent relativement peu parce que c'est des purs hydravions, c'est pas des amphibies. Et là, mon Cyril, il arrive à Oshkosh, à fond du lac. Et là, qu'est-ce qu'il met en route devant lui? Un des 3 beavers de l'US Forest Service. Ouais, franchement, j'aurais bien aimé voir sa tête ce jour-là. Voilà, vraiment. Le petit Luc, bonsoir. Bonsoir, le petit Luc. Et merci d'être là. Pareil, me poser des questions. Bon, on arrive un petit peu à la fin, il est 19h02. Pour l'instant, je prends l'antenne juste 1 heure, un petit peu plus d'1 heure. On va terminer le passage en revue des beavers. Voilà, toujours à Biscarrosse 2018. Vraiment une très très belle machine. Et on voit que par rapport à la photo, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on voit vraiment que les semondes-ailes ont un petit peu été modifiées. Est-ce qu'on va le voir là? Donc on voit ce décrochement qui pour moi n'existe pas sur l'aile d'origine. Donc il y a vraiment une évolution de l'aile de l'appareil, l'aile BX. Voilà, et ça, c'est aussi un bombardier d'eau canadien. C'est le Beaver 002, donc le deuxième Beaver construit. Et il a fait pareil une carrière d'une cinquantaine d'années comme bombardier d'eau. Alors lui, il était dans l'Ontario, non? C'est ça? Euh, Cyril, sur le chat, il était dans l'Ontario, hein, c'est ça? Tu me confirmes? Oui, c'est ça. Ok. Les beavers du Forest Service font aussi des Evasan hein, sur le Canada et les USA, mais l'été, c'est leur mission c'est mission bombardier d'eau avec un petit réservoir ventral de 500 litres. Alors là, les réservoirs sont différents. C'est 2 réservoirs qui sont sur les côtés. Et alors, c'est un système, c'est le premier système qui a été utilisé pour faire des bombardiers d'eau et copper. C'est que le réservoir, il s'ouvre pas. Il a un système qui lui permet de tourner sur lui-même. Il entre en rotation. Et en fait, la face qui est en haut, on va se mettre comme ça. La face qui est en haut, voilà, ça c'est la forme schématique de la gouttière du réservoir. Et elle est ouverte sur le haut et ça bascule. Et donc, comme ça bascule, l'eau tombe. Voilà. C'est un truc plus simple, ça n'existe pas. Je pense qu'en termes d'efficacité, c'est pas extraordinaire, mais c'est rustique, c'est simple. Ça demande un entretien minimum. C'est vraiment, oui, c'est un moule à cake, cake rond, et puis on démoule. Voilà, exactement. Je vous renvoie sur mon blog 0927.fr. J'ai fait un article qui s'appelle Les armes des bombardiers d'eau, où je détaille justement ces différents principes de soute. Et il y a des photos du système du Beaver. Cet avion-là, qui est le Beaver 002, est aujourd'hui au musée de Sault-Sainte-Marie, donc dans l'Ontario, juste en face les Grands Lacs.
Si vous êtes en train de visiter les chutes du Niagara, c'est pas super loin, ça peut se faire. C'est un musée de l'aviation de Brousse. Dans ce musée, vous allez voir donc le Beaver 002, et il me semble que c'est là qu'il y a un des Canadair, un des CL-215 français qui est exposé. Et le tout premier Beaver qui a été construit, il est aussi dans un musée, mais alors je ne sais plus lequel, et j'ai lu quelque part très rapidement qu'en fait, lors du vol de convoyage du premier Beaver qui partait au musée, il a été escorté sur quelques centaines de kilomètres par le Beaver 002. Il y a des photos des deux premiers Beavers en vol. C'est une photo qui doit dater de milieu des années 90. Donc, pour vous donner une idée de la longévité de ces avions-là. Increvable. Voilà. Bonne bouille, des avions sympas qui font des missions sympas. Ça fait partie des avions qui, moi, me touchent. Alors, c'est devenu un gimmick avec la rédaction parce que le Beaver, le Tracker, ces avions un petit peu. En fait, la clé, pourquoi ces avions-là m'intéressent, parce qu'ils sont allés au-delà de leur fonction initiale. Un A320, c'est fait pour transporter des passagers d'un point A à un point B. À part ça, voilà. Un Tracker, ça chasse les sous-marins, ça attaque des feux. Ça, voilà. Un Beaver, ça fait bombardier d'eau, ça fait de l'avion de brousse, c'est une carrière militaire. Un DC-4, on peut tout faire avec un DC-4. Un DC-3, c'est pareil. C'est des avions, même un Boeing 747, c'est des avions qui sont allés au-delà de ce qu'on leur demandait de faire initialement. Si on prend l'histoire du 747, par exemple, c'est un avion de transport, un cargo, c'est un avion de transport gouvernemental, il y a des avions privés, il y a eu un bombardier d'eau, enfin il y en a eu plusieurs. C'est des avions d'essai, ils ont transporté une navette spatiale. C'est des avions qui ont des carrières extraordinaires parce qu'ils n'ont pas fait que simplement transporter des passagers à un point A, un point B. Et ça, je trouve ça toujours fascinant. Et c'est aussi pour ça que un certain nombre d'avions m'intéressent moi à titre personnel parce qu'ils sont allés au-delà de ce qu'on leur a demandé. Voilà, c'est juste un biais cognitif personnel euh, qui explique aussi pourquoi je parle de certains avions et pas d'autres. Voilà. Bon, bah, c'était un petit tour d'actu. On est toujours dans les rounds d'échauffement de l'émission, de savoir où on va, comment on le fait et comment ça se passe. C'est la deuxième émission, c'est la deuxième fois que je fais ça. Euh, on attend vos retours, on attend de savoir ce que vous en pensez. Euh, on va continuer encore et puis on vous présentera d'autres appareils. Je ne parlerai pas que de bombardier d'eau. Mais on en parlera régulièrement puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, il y a de l'actualité et puis il faut être capable de décrypter. Par exemple, quand il y a eu l'affaire des A400M, j'aurais bien aimé avoir moi une tribune pour vous raconter ce que j'en pense. Quand il y a eu les premiers essais de l'A400M bombardier d'eau, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, énormément de conneries, il faut être honnête. Et puis, j'aurais bien aimé avoir, moi, la possibilité d'expliquer assez simplement ce que moi j'en pensais. Voilà. Alors, bah, je vais rendre l'antenne, il est 19h, je ne vais pas vous occuper plus longtemps. Quelques rendez-vous. Alors, je ne sais pas le faire. On pourrait le faire. Je pense qu'il est toujours en ligne. Jeff et Jeffrey, qui est un de nos animateurs pour Vol de nuit, qui va bientôt temporairement arrêter de faire des streams parce qu'il rentre en compagnie aérienne. Un point sur le projet Falcon, on pourra en parler. Alors, l'information sur ce sujet-là, je reparlerai de Jeffrey après. L'information sur ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas d'information. Il y a eu une maquette de proposer parce qu'il y a un homme politique qui avait demandé bah, est-ce que vous ne pourriez pas le faire. Dassault a fait une étude, mais normalement, ça ne devrait pas aller beaucoup plus loin pour plein de raisons. On pourra y revenir si vous voulez un jour ou l'autre, un peu plus en détail. Il y a très peu d'informations là-dessus. Dassault avait déjà travaillé à des bombardiers d'eau, mais jamais c'est jamais impliqué dans le truc parce que c'est vraiment un marché niche. Vendre 10 avions, ça les intéresse pas. Bon, donc voilà. Il y a eu un truc au Bourget parce que ça relevait d'une démarche politique. Il y avait un intérêt. Il y a peut-être une possibilité d'utiliser ces avions-là. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, on pourra en revenir en détail s'il faut. Jeffrey, je ne sais pas s'il a. Alors, qui est un de nos animateurs de vol de nuit, qui fait du simulateur de vol, il a aussi son ATPL complet. Et il vient d'être embauché, donc il va commencer sa formation sur A320 le mois prochain, donc il va être obligé d'interrompre ses streams réguliers le temps qu'il s'installe, qu'il se trouve une base, un appartement quelque part, qu'il s'installe tout simplement et qu'il finisse sa formation. Donc il était en train de faire son dernier stream, comme il était en train de faire un vol assez long puisqu'il allait reconstituer le vol entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique.
il est peut-être encore en vol. Bah, quand j'aurai rendu l'antenne, allez le voir, il est sur sa chaîne, c'est Jeffrey. Zut, je ne sais pas faire. Non, on peut faire des raids, c'est-à-dire envoyer toute son audience sur la chaîne d'un copain, et je ne sais pas le faire. Voilà. Donc, on est encore en phase de rodage, on le fera. Donc, allez-y, allez le voir, Jeffrey Simulation. Il est en train de finir son émission et on lui souhaite bon vent et surtout bon courage pour sa QT. Et puis on espère le voir très bientôt sur le Jump Site. À propos de Jump Site, donc mardi prochain à Lyon, sur le plateau, on aura Olivier Seller qui est le patron, le responsable du programme Air France KD. Formation ab initio de jeunes pour devenir pilote de ligne. On vous prend à 0 heure de vol. Vous êtes embauché par Air France, on vous prend à 0 heure de vol. Et au bout de 2 ans, on vous met en place droite dans un A320 et dans 20 ans, vous serez commandant de bord long courrier. Voilà. Une espèce de voie royale qui est surtout gratuite. Donc moins risqué que de se payer une école à 100 000 euros. Sauf qu'il y a une sélection impitoyable parce que là, ce qu'on vous offre, ça n'a pas de prix, on vous offre un métier. Et donc, le responsable de cette filière cadet, qui est en train d'être lancée, va venir nous expliquer quel profil il recherche, comment se passent les sélections, comment postuler et comment se passe la formation. Je pense que ça va être une émission extrêmement intéressante. Vous êtes jeune, vous espérez devenir pilote, même que ce soit chez Air France ou n'importe quelle compagnie, parce qu'on va vous donner des conseils sur les entretiens, sur les procédures d'embauche. Je pense que ça peut être une émission extrêmement intéressante pour tout le monde, pour bien comprendre aussi comment se passe le transport aérien aujourd'hui et comment on recrute des pilotes de ligne. Donc voilà, ça sera mardi à midi. Je crois que Antoine fait un live dimanche. Je ne sais pas quelle sera sa mission. À nouveau un vol de nuit. Quant à moi, je vous retrouverai donc vendredi prochain, même heure, avec les actualités de la semaine qu'on essaiera de développer. Si j'ai pas d'actualité qui me botte, bah on parlera peut-être du Falcon 2000 bombardier d'eau. Mais voilà. Jazz 0618 qui me demande merci Fred. Au fait, tu as retrouvé le HM4. Gabi, putain, pardon. Gabi, ça m'a fait plaisir de te voir là-dessus. Écoute, non, on sait toujours pas où est le HM4, mais ça, je vous le raconterai un autre jour. Voilà. Le clin d'œil me fait vraiment plaisir. Ah, super, merci. Je vais rendre l'antenne. Merci à tous. Rendez-vous donc sur le Jump Site mardi. Et puis, on parlera peut-être du HM4 la prochaine fois. Je vous raconterai les dessous de cette histoire. Ah, c'est pas mon heure la plus glorieuse. Bon, allez, à bientôt. Merci à tous. Et puis, rendez-vous